leurs 3 héros phares. Et je me suis dit qu'en fait c'était beaucoup trop long. C'était 1h30 d'enregistrement. Et je me suis dit non, à la fin ça va être brouillon, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de réenregistrer cet épisode et de ne le consacrer qu'à Charlotte Gainsbourg. Pas Charlotte Gainsbourg, Charlotte Brontë. Ça commence bien. Bon, allez, on garde. Normalement j'aurais coupé ça, mais vous savez quoi, ça va un peu vous dire mon état. Je suis malade, ça doit s'entendre. Mais je voulais vraiment que cet épisode sorte aujourd'hui ou demain. On est le 30 septembre, là, quand je réenregistre. Et je voulais que ça sorte, et je voulais aussi que le son soit un peu mieux. Donc j'ai un micro-cravate, et je me suis dit, ok, au lieu de prendre mon gros micro, dans lequel j'ai mis beaucoup d'argent, mais qui, de toute évidence, n'est pas très bien fait pour ce que moi je fais, essayons de prendre ce micro-cravate pour voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression que le son est quand même beaucoup plus fort, et donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez ça, ou bien si vous préférez le côté un peu plus feutré peut-être de mon micro de podcast en fait. Donc voilà, je vais investir dans un nouveau micro, mais j'attends que des sous tombent du ciel. Voilà, si jamais vous voulez faire des donations, je vous en prie. Donc, parlons peu, parlons bien, et lançons-nous dans l'aventure Charlotte Brontë. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour parler de Charlotte Brontë et de sa version de Barbe Bleue, qui n'en est pas vraiment une, mais quand même, à savoir le Rochester de Jane Eyre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous parler de la vie de Charlotte Brontë, et brièvement de celle de ses sœurs, puisque elles sont assez liées. Il me semble que c'est difficile de parler d'une des sœurs sans parler des autres. Et on va parler de ça, et puis j'espère que ça vous aidera à comprendre un peu son œuvre, parce qu'il y a une part autobiographique dans le roman de Charlotte Brontë, dans Jane Eyre, et c'est important de ne pas l'omettre. Donc, c'est parti pour la biographie. Ensuite, je vous parlerai un peu du personnage, de l'histoire en tout cas de Jane Eyre, puis du personnage de Rochester. Donc Charlotte Brontë est née en 1816 en Angleterre. Elle est la fille d'un révérend et d'une mère qui va mourir assez tôt, donc elle va être élevée par son père et par sa tante, la sœur de son père. Charlotte Brontë fait partie d'une fratrie de 6 frères et sœurs, il y a 5 sœurs et un frère. On a donc Branwell, le frère, Maria, Elizabeth, Anne, Emily et Charlotte. Charlotte va rapidement devenir un peu l'aînée de cette bande, puisque Maria et Elizabeth meurent en 1825, alors qu'elles sont en pensionnat. Ce pensionnat, c'est une école où ont été envoyées toutes les sœurs sauf Anne, qui était trop jeune, et qui, en fait, avait une excellente réputation, mais qui s'est retrouvée être une école sans chauffage, avec une nourriture horrible, et en fait, les 2 grandes sœurs, Maria et Elizabeth, attrapent quelque chose là-bas et meurent. C'est pour cela que Charlotte et Emily sont retirées de l'école, et qu'elles vont être élevées par leur tante pendant un petit bout de temps. Et c'est ainsi comme ça que les 3 sœurs, avec Anne et le frère Branwell, vont pouvoir former la Confédération de Glasstown, qui est une confédération littéraire. Les enfants, qui sont vraiment des enfants, Charlotte, je vous le rappelle, a 11 ans à ce moment-là, Emily en a 9 et Anne en a 7, vont créer tout un monde littéraire, écrire des poèmes, des journaux, voilà, qui vont s'inscrire dans un univers un peu comme ça inventé de toutes pièces. Et c'est ainsi que va commencer vraiment leur amour de la littérature. En 1831, Charlotte est renvoyée en pension et elle reçoit une excellente éducation, ce qui lui permet d'écrire au poète lauréat. Le poète lauréat, c'était un peu le poète officiel de la monarchie anglaise, qui est Robert Southey. Robert Southey reçoit sa lettre et lui dit que ça ne sert à rien de se lancer dans l'écriture puisque c'est une femme et qu'elle ne sera jamais publiée. Il faut savoir que Robert Southey, c'était un personnage qui était à la fois plébiscité et en même temps très mal vu. Je pense notamment à la réécriture de Byron d'un de ses poèmes. Donc le poème de Southey s'appelle Une vision du jugement dernier. Et Byron le rappelle la vision du jugement dernier, le sien. Et il se moque allègrement de son collègue. Donc voilà, Robert Southey, c'est quelqu'un qui est assez conservateur et qui est pas toujours bien vu pour ça. Et c'est très étonnant que Charlotte écrive à Southey, puisque elle est une grande fan de Lord Byron. On en reparlera, donc j'ai trouvé ça assez comique. Comique, on s'entend, blague de littéraire, mais vous avez compris.
Bref, Charlotte va devenir gouvernante de 1839 à 1841, puis en 1842, elle part en Belgique dans une pension avec sa sœur Émilie pour découvrir un nouvel enseignement dans un nouveau pays. Et là, elle tombe amoureuse du mari de la directrice de la pension. Et c'est quelque chose qui va l'habiter pendant longtemps parce qu'elle va écrire un texte en pensant à cet homme, le professeur. Alors lui, il ne va jamais rien faire, la relation ne sera pas consommée, mais Charlotte va un peu se mourir d'amour pour cet être, et elle va cristalliser cet amour donc dans son roman Le Professeur, roman qui est très très mal accueilli, mais ça on va en reparler aussi. En 1845, en fait, Charlotte découvre des poèmes de sa sœur Émilie, et bluffée par le talent de sa sœur, décide que vraiment, il faut que les trois sœurs publient leurs œuvres, puisqu'elles sont toutes en train d'écrire, et donc elle propose de publier des livres, mais sous des noms d'hommes, pour pouvoir être publiés plus facilement. Et donc, elles prennent les pseudonymes de Currer, Ellis et Acton Bell. Donc, vous comprendrez que ce sont leurs initiales. Et ça va leur permettre d'être publiées. Ça fonctionne vraiment, puisque bien Charlotte, Émilie et Anne vont être publiées. Donc, la première publication, en fait, ce sont des poèmes en 1846. Puis, Anne et Émilie publient Agnès Gray et Léo d'Hurlevent la même année. Comme je voulais dire, Charlotte commence par publier Le Professeur, très très mal accueilli, mais elle ne lâche pas l'affaire, elle se remet à écrire, et elle publie en 1847 un roman absolument incroyable, puisque c'est Jane Eyre. Le succès est total, et ces quelques années d'euphorie, que sont les années 46-47, vont malheureusement se terminer très abruptement, puisque leur frère, Branwell, meurt en septembre 1848. Branwell avait succombé aux sirènes de l'alcool et de l'opium des années auparavant, suite à une histoire d'amour qui a très très mal tourné. Et c'est quelque chose qui va énormément marquer les sœurs, puisque Anne, dans La Dame du manoir de Whitefell Hall, ou La locataire de Whitefell Hall, ça dépend de la traduction, avait pris comme modèle son frère pour écrire le personnage de Arthur Huntingdon, qui est un personnage absolument abject, et qui est vraiment horrible. Et en fait, l'attitude de son frère et l'état de son frère l'a tellement marqué que, voilà, elle l'a exorcisé en écrivant un personnage détestable. Bref, Branwell meurt en septembre 1848, Émilie le suit très peu, elle meurt en décembre 1848, et enfin, Anne meurt en mai 1849. Charlotte était donc membre d'une fratrie de 6 frères et sœurs, et elle se retrouve seule. Ça la plonge dans une dépression absolument horrible, elle était très proche de ses sœurs, même si Émilie et Anne entretenaient une relation un peu plus privilégiée. Et elle va un peu trouver des consolations ailleurs. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle sort de l'anonymat. Elle avait promis à Émilie de son vivant que les sœurs resteraient anonymes le plus possible. Et là, ça ne va plus être le cas, vu qu'Émilie est morte. Charlotte va aller chercher la lumière, elle en a toujours voulu, et elle a bien eu raison. Et donc, elle sort de l'anonymat, ça lui permet de rencontrer beaucoup de personnes, comme Elisabeth Gaskell. Elisabeth Gaskell, qui est l'autrice, par exemple, de Nord et Sud, et qui va être la biographe de Charlotte par la suite. Et puis, elle continue d'écrire, elle publie Shirley, qui est un flop, puis elle publie en 1853 Villette, qui est considérée comme son chef-d'œuvre. Souvent, on parle de Jane Eyre parce que c'est le plus connu, mais Villette est considérée comme son œuvre la plus aboutie, la plus belle et la mieux écrite. Donc à lire, vraiment, c'est assez saisissant. Je trouve que ça n'a pas la facilité de Jane Eyre, mais justement la complexité du texte vient montrer un peu ce dont Charlotte est capable. On dit souvent que c'est Émilie la meilleure autrice, dans le sens où c'est celle qui a un don pour le sublime, en fait. Émilie, elle touche à ça dans toute son écriture, que ce soit en poésie ou en prose. Et c'est vrai, mais je trouve que les écritures d'Anne et Charlotte sont aussi extrêmement intéressantes. Moi, ma préférée, c'est Anne. Et je trouve que il faut aller un peu plus loin que les romans qu'on connaît. Donc voilà. Enfin bref, cette Charlotte se marie avec Arthur Bell Nichols en 1854 dans un mariage qui est absolument heureux. Ils s'aiment follement. Mais ça se termine par la mort de Charlotte en 1855. Donc on peut pas dire que Charlotte Brontë a une vie absolument heureuse et incroyable. En revanche, c'est quelqu'un qui a toujours suivi ses idées, qui a toujours été au bout de ce qu'elle voulait faire. Elle l'a un peu moins fait pour ses sœurs, Elle interdit par exemple la republication de La locataire de Whitefell Hall de sa sœur Anne parce que le roman est jugé scandaleux.
En effet, c'est considéré comme un des premiers romans féministes. Il est incroyable, c'est mon préféré, vous vous en doutez. Et donc voilà, elle a un côté un petit peu rétrograde de temps en temps, un petit peu conservateur, sauf quand ça la concerne elle. Donc sacrée Charlotte. Donc voilà. En termes d'influence, on compte donc, je vous l'ai dit, Byron, mon dieu, mon roi. Mais aussi Walter Scott, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices assez jeunes au début du 19e siècle. Walter Scott, c'est l'auteur par excellence. Et puis, on va aussi compter, mais beaucoup plus loin, et surtout chez Anne, l'autrice Anne Radcliffe, mais aussi Lewis et Mathurin, deux auteurs du 18e, 19e, Lewis 18e, qui ont écrit des textes scandaleux. Le Moine, pour Lewis, qui est génialissime. Et Mathurin a écrit Melmoth, que je n'ai pas lu, qu'il faut que je lise, mais qui a inspiré grandement Balzac pour son œuvre La peau de chagrin, qui est aussi sublime. Donc je vous avoue que ça me donne très très envie de lire Melmoth. En plus, Mathurin est irlandais, donc ça changera un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était pour la vie de Charlotte. Et maintenant, je vais vous faire un petit résumé de Jane Eyre. Et vous allez voir qu'il y a quelques similarités entre la vie de Charlotte Brontë et Jane Eyre. Donc, Jane est une jeune orpheline qui a été élevée par sa tante, Mrs. Reed, avec un cousin abusif, John. Ça se passe très très mal. Bref, Jane est envoyée en pensionnat qui s'appelle Lowood. Et quand elle va à Lowood, en fait, elle découvre un endroit sordide, sinistre même, dans lequel vivre est absolument horrible, puisque les conditions de vie sont déplorables. Il n'y a pas de chauffage, pas d'eau chaude, la nourriture est catastrophique, et puis l'enseignement est très rude, les enfants sont violentés, on va raser les cheveux de Jane, si je me souviens bien, enfin voilà, il y a des scènes absolument horribles, enfin non, c'est Jane qui demande à ce qu'on lui coupe, parce que les cheveux de son amie sont jugés trop beaux, donc on rase les cheveux de son amie, donc Jane va prendre le parti de se faire aussi raser les cheveux, enfin voilà, il y a un côté un peu dur dans ce port, enfin un peu horrible dans ce pensionnat, qui rappelle très clairement la pension dans laquelle Charlotte a grandi. Et la comparaison ne s'arrête pas là, puisque la meilleure amie de Jane au pensionnat meurt d'une maladie, et cela rappelle bien évidemment la mort des deux sœurs de Charlotte Brontë. Donc on voit qu'au début de Jane Eyre, il y a une dimension auto-fictionnelle, pour ne pas dire autobiographique, et ça c'est quelque chose qui va compter. Puisqu'après, on peut se dire que voilà, l'autofiction prend le pas et que peut-être Charlotte narre une histoire qu'elle aurait aimée vraie pour elle. Puisque Jane finit par sortir de Lowood et devient gouvernante, et en fait, elle est appelée à un poste à Thornfield Hall par la maîtresse des lieux, c'est la gouvernante des lieux, Mrs. Fairfax, et Jane est là pour être la préceptrice d'Adèle, une petite française, la pupille filleule du propriétaire des lieux, Monsieur Rochester. S'ensuit tout un tas d'événements où Jane et Rochester tombent amoureux, Rochester demande en mariage Jane accepte, et le jour du mariage, on découvre le poteau rose, puisque notre ami Rochester a une femme, il est déjà marié, et non seulement il est déjà marié, mais sa femme est complètement folle et vit dans le grenier, où elle est enfermée par Rochester, grenier de la maison dans laquelle Jane a vécu tous ces mois avec Rochester. Donc c'est là Jane met les événements en perspective et se rend compte que la fois où on a essayé de la tuer dans sa chambre, eh bien en fait c'était l'ex-femme, c'était la femme, parce qu'ils sont toujours mariés, qui s'était enfuie de sa prison, que les rires qu'elle entendait et qu'on faisait passer comme étant ceux de une servante un peu folle, Grace Poole, et bien en fait non, ce sont bien les rires de Bertha, et que donc toutes les inquiétudes qu'avait Jane et toutes les intuitions, les moments de doute sur ce qui se passait dans Thornfield Hall, elle sentait bien que quelque chose était tu, et que on lui cachait un événement important. Et bien tous ces moments où elle a douté, et on lui a dit que non, que elle était en train un peu d'être parano, sont vrais. Et donc Bertha vit dans le grenier. Jane fuit dans la lande où elle est recueillie par un frère et une sœur. Mais
Et c'est là qu'elle découvre qu'en fait elle est l'héritière d'un richissime oncle. Alors, moi j'attends toujours l'héritage du richissime oncle que je ne connais pas. Si jamais, voilà, il y a mon mail, n'hésitez pas. Vraiment. Ça m'intéresse. Bref, donc voilà, elle est l'héritière de ses richissimes oncles, et elle décide, parce qu'elle ne peut oublier Rochester, de retourner à Sandfield Hall. Et quand elle arrive, le manoir a brûlé, Bertha est morte, et Rochester, lui, est toujours en vie. Et Jane, se mourant d'amour pour lui, et lui se mourant d'amour pour elle, décide au final de se marier. Et le texte se finit ainsi. Voilà pour Jane Eyre. Donc vous voyez, c'est un texte un peu mouvementé qui est fait d'aller-retour, comme le font très souvent les sœurs Brontë, ce sont rarement des personnes qui font une narration progressive classique, on a souvent un ordre chronologique un peu coupé, ou alors on a des idées de départ et de retour dans tous leurs textes. C'est par exemple le cas d'Heathcliff, qui disparaît pour revenir riche, donc ça revient vraiment là-dedans, ou le cas de Hélène dans La Dame du Manoir de Whitefell Hall, qui disparaît aussi pour ensuite revenir épouser Gilbert. Donc voilà, vous avez toujours cette idée de départ. C'est quelque chose qui compte beaucoup chez les sœurs Brontë. Et c'est assez intéressant, on va le voir, parce que ce départ, ces retours, c'est quelque chose qui compte aussi chez Barbe Bleue, puisque dans le conte, la Barbe Bleue s'en va avant de revenir, et il y a vraiment l'idée toujours que l'absence va créer quelque chose. Alors là, l'absence, en l'occurrence, que ce soit chez Anne, Charlotte ou Émilie, c'est l'absence du héros ou de l'héroïne, et en général du héros ou de l'héroïne qui ont été blessés, même si Heathcliff est horrible à bien des aspects. Le fait est que c'est un homme profondément blessé, et donc on voit que c'est un motif qui pour elle a été réinterprété. Ça n'est plus le départ pour tester, en fait, c'est le départ pour se réinventer et revenir en toute puissance. Et ça, c'est très 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 intéressant. Elle inverse un peu le paradigme qu'on avait dans la Barbe Bleue. Enfin, elles inversent, puisqu'elles le font toutes les trois, comme j'ai dit. Et je trouve ça bien fait. Dans Jane Eyre, il y a vraiment l'idée que quand Jane revient, elle revient comme l'égale de Rochester, voire comme quelqu'un qui lui est maintenant supérieur. Rochester a tout perdu dans la destruction de Sandfield Hall. Jane ne le sait pas, mais quand elle revient, du coup, elle est en position de force, et elle va peut-être rentrer dans un mariage beaucoup plus équilibré que si elle avait épousé Rochester lors de leur premier mariage. Et c'est important. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour de la figure de Rochester, et bien évidemment de Bertha. Vous savez, il y a un texte de Gruber, il me semble, qui s'appelle en anglais The Mad Woman in the Attic, donc la femme folle dans le grenier, qui en fait est un texte qui va commencer à parler de la littérature féministe au XIXe siècle, et à quel point il y a quelque chose de problématique dans le fait d'avoir enfermé sa femme, aussi folle soit-elle, dans le grenier sans le dire à sa fiancée. Et donc c'est ce motif-là que j'aimerais qu'on étudie comme motif potentiellement Barbe Bleuesque, parce que je trouve que c'est vraiment vraiment le cas. Et c'est d'autant plus le cas que Charlotte Brontë utilise l'expression château de Barbe Bleue dans son texte, et notamment quand elle parle du chemin qui mène au grenier. Donc je vais vous lire cet extrait, et j'espère que ça vous plaira, et vous allez comprendre pourquoi on va parler de Rochester comme un potentiel Barbe Bleue. Madame Fairfax resta en arrière pour fermer la trappe. À force de tâter, je trouvai la porte qui conduisait hors des mansardes, et je me mis à descendre le sombre petit escalier. J'errai quelque temps dans le passage qui séparait les chambres de devant des chambres de derrière, du 3e étage. Il était étroit, bas et obscur, n'ayant qu'une seule fenêtre pour l'éclairer. En voyant ces 2 rangées de petites portes noires et fermées, on eût dit un corridor du château de quelque Barbe Bleue. Au moment où je passais, un éclat de rire vint frapper mes oreilles.
C'était un rire étrange, clair et n'indiquant nullement la joie. Je m'arrêtai. Le bruit cessa quelques instants, puis recommença plus fort. Car le premier éclat, bien que distinct, avait été très faible. Cette fois, c'était un accès bruyant, qui semblait trouver un écho dans chacune des chambres solitaires, quoiqu'il ne partît certainement que d'une seule, dont j'aurais pu montrer la porte, sans me tromper. « Madame Fairfax » m'écriai-je, car à ce moment elle descendait l'escalier. « Avez-vous entendu ce bruyant éclat de rire, d'où peut-il venir ?»« C'est probablement une des servantes, répondit-elle, peut-être Grace Poole. »« L'avez-vous entendu ?» demandai-je de nouveau. « Oui, et je l'entends bien souvent. Elle court dans l'une de ses chambres quelquefois, Léa est avec elle. Quand elles sont ensemble, elles font souvent du bruit. » Le rire fut répété et se termina par un étrange murmure. « Grace !» s'écria Madame Fairfax. Je ne m'attendais pas à voir apparaître quelqu'un, car ce rire était tragique et surnaturel. Jamais je n'en ai entendu de semblable. Donc voilà, vous voyez à la lecture de cet extrait que quand même, il y a toute l'ambiance en fait autour du cabinet de la Barbe Bleue, ce cabinet défendu, ce cabinet du tragique, de la mort, de la cruauté, de l'horrible, de la torture. Et bien là, il apparaît dans le texte Jane Eyre de Charlotte Brontë et on voit que le mystère perdure en fait. Elle a trouvé la porte, elle sait laquelle c'est, elle le dit, je pourrais la montrer sans me tromper. Mais cette porte lui est interdite et quand elle dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» on lui ment. On lui ment et on lui sert une explication à laquelle elle ne croit pas très clairement, ça se sent. Et donc, elle sait qu'il se passe quelque chose, elle sait qu'on lui défend l'accès à un endroit, qu'on lui ment, et elle s'apprête à épouser la personne responsable de ce mensonge. C'est quand même bizarre. Donc maintenant, parlons aussi de Bertha. Bertha, c'est donc la première femme de Rochester. Je vous avoue que j'ai commandé un bouquin là qui parle de ses origines. C'est une autrice des années 70, très connue dans les années 50, qui a réécrit dans les années 70, Jean Rhys, qui a écrit ce texte. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais c'est censé raconter la jeunesse de Bertha, qui a grandi aux Antilles et qui donc était soi-disant folle dès sa rencontre en fait avec Rochester. On l'a mariée un peu pour l'envoyer ailleurs en fait, pour ne pas avoir à gérer sa folie. Et Rochester lui avoue que voilà, il a été le dindon de la farce, qu'il a été piégé dans ce mariage dont il ne voulait pas et que au final il a fallu faire avec. Et donc il garde cette femme enfermée au grenier avec une servante qui est donc Grace Poole, qui s'occupe d'elle à longueur de journée, qui elle est complètement alcoolique, parce que voilà, la tâche n'est pas aisée. Et voilà, et tout le monde vit comme ça, et on sait qu'il y a cette femme qui est dangereuse, qui donc réussit à un moment à sortir, qui menace la vie de Jane, et au lieu de lui dire, tout le monde est au courant dans le château, à part peut-être la petite Adèle, bien évidemment, au lieu de lui dire, tout le monde se tait et va laisser le mariage entre Jane et Rochester se faire sans que Jane soit au courant. Le fait que Rochester garde prisonnière Bertha, parce qu'elle l'est, elle est enfermée à double tour, peut se comprendre. On est au 19e siècle, il ne veut pas l'envoyer dans un asile où elle sait qu'elle sera traitée de manière horrible, donc dans un certain sens, il essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour son ex-femme, voilà. Et c'est pas ça le problème, c'est même pas d'avoir cette femme complètement folle dans le grenier, ça se discute bien évidemment. Mais pour moi, c'est pas en ça qu'il est Barbe Bleue. Il est Barbe Bleue parce que la véritable prisonnière de tout ça, c'est Jane Eyre. Et Barbe Bleue fait ça avec sa femme, quand il épouse sa nouvelle femme. Il en fait une prisonnière, il la condamne, dans un certain sens, à un avenir horrible, puisqu'il sait des choses sur lui et sur ses précédentes relations qu'elle ne sait pas et qu'il ne lui livrera pas, bien évidemment. Et là, épouser Jane au 19e siècle, alors qu'il ne peut pas, que légalement c'est interdit, qu'il est déjà marié non seulement aux yeux de l'État, mais aussi aux yeux de Dieu, ce qui est extrêmement important à l'époque. Donc épouser Jane Eyre dans ces conditions-là, c'est la vouer à un avenir terrible, puisque en fait, à tout moment le scandale peut éclater, et c'est ce qui se passe, fort heureusement avant qu'il soit marié, mais c'est ce qui se passe.
Et donc le scandale peut éclater et cela peut totalement ruiner la vie de Jane. Lui, c'est un homme, l'impact n'est pas le même, très clairement, mais elle, c'en est fini pour elle, en fait. Et elle vient d'une petite famille, elle n'a pas d'argent sur le moment, enfin voilà. Il la condamne à une vie d'errance et de misère, en fait, en faisant ça. Donc il y a déjà tout cet aspect sociétal et politique, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas une mise à mort comme dans la Barbe Bleue physique, mais c'est une mise à mort sociale. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, tout simplement, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête avec elle, et il s'assure, en fait, de gagner son amour sans pour autant, lui, être totalement transparent. Je vous avoue que si je dois me marier un jour, j'aimerais que mon fiancé n'ait pas de femme dans le grenier. Voilà, c'est une... Alors, de nos jours, on va dire que je suis high maintenance, que j'ai des critères, qu'il faut que je revoie mes critères à la baisse. Je vous avoue que celui-ci est un critère qui reste bien ferme. Donc, au potentiel Don Juan avec qui je pourrais me marier, non. S'il vous plaît, pas de femme dans le grenier ou à la cave, hein. Voilà, enfin... Pas de femme enfermée dans n'importe quel endroit. Ce sera cool. Merci. Donc voilà. Et en fait, Rochester a l'ascendant sur Jane. Et c'est ce que je vous disais. Charlotte Brontë va retourner ça à la fin de l'histoire. Mais il a l'ascendant sur elle. Et donc, elle ne peut pas l'épouser tant qu'il a l'ascendant sur elle, en fait. Il s'impose comme une sorte de figure, en fait, paternelle, hein, avant qu'elle le retrouve. Bon, alors on peut aussi parler, bien évidemment, de leur relation un peu fucked up liée au fait que Jane n'a pas de figure parentale et qu'elle cherche avant tout une famille avant de chercher un conjoint, mais bon, on n'est pas là pour faire sa psychanalyse, ça nous prendrait des heures, ce serait ô combien intéressant, mais on n'a pas le temps et je suis sûre que ça a déjà été fait. Mais par contre, oui, il y a une idée de pouvoir en fait, hein, de dynamique de pouvoir dans le couple de Jane et de Rochester, et cette idée de dynamique de pouvoir est cristallisée par l'existence de ce secret immense qui montre qu'en fait Jane ne connaît pas Rochester et qu'elle s'apprête à épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Pour moi, vraiment, Rochester, c'est un danger. Alors, j'en étais très amoureuse quand j'étais ado, et je ne vous cache pas que quand je regarde l'adaptation avec Charlotte Gainsbourg, toujours je rêve devant cette histoire qui, moi, évidemment, me parle et me touche, parce que je suis une indécrottable romantique et que je ne suis pas faite pour mon époque sur certains points. Pour d'autres, clairement aussi, voilà. Donc voilà, bien évidemment que c'est une histoire qui est absolument incroyable et que j'aime d'amour et je rêve en regardant l'histoire naissante entre Jane Eyre et Rochester. Et moi aussi, j'ai le cœur brisé quand elle la prend pour Bertha et je ne comprends pas pourquoi Rochester lui a fait ça. Et moi aussi, j'espère sincèrement qu'ils se retrouveront et quand ils se retrouvent, je pleure parce que je suis si heureuse pour eux. Mais, il faut dire ce qu'il y a à dire, Rochester n'est pas un homme recommandable et ce qu'il fait est tout simplement pendable. Il y a un moment, on ne cache pas à sa fiancée qu'on a des épouses complètement folles dans le grenier. Voilà, c'est la base d'une relation saine. Et donc voilà, donc il y a cette idée vraiment, Thornfield Hall est présentée comme un endroit mystérieux, sinistre, hein, vraiment déserté et lugubre. Et je trouve que voilà, on retrouve un peu cette atmosphère gothique qu'on retrouvera très certainement, enfin très clairement chez Carter, hein, j'en parlais, c'est sûrement elle qui traduit le mieux cette atmosphère gothique. Eh bien, peut-être qu'elle s'est aussi inspirée de l'écriture de Charlotte Brontë. Le gothique est très très en vogue à l'époque, hein, je vous ai cité Anne Radcliffe, on pourrait aussi citer Jane Austen avec Northanger Abbey, hein, il y a ce côté un peu mystérieux où on s'invente des histoires de fantômes, de tout ça. Là, le fantôme n'en est pas un, c'est un être humain bel et bien vivant, et on n'est pas dans une histoire qui fait peur, on n'est pas dans une histoire fantastique, on est dans du tangible, et c'est d'autant plus effrayant. Mais on voit cette influence gothique liée notamment à la Barbe Bleue, et c'est normal que un tel conte et une telle figure ait inspiré Charlotte Brontë dans son écriture. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Jane et Rochester et la plume de Charlotte Brontë et comment en fait le mythe de la Barbe Bleue perdure dans l'imaginaire commun et vient s'immiscer au milieu d'un roman
d'amour du 19e siècle, avec une petite pointe comme ça, sans que ce soit forcément apparent, sans que ce soit forcément le sujet, mais quand même, cette figure est là, est imprégnée dans l'imaginaire, et c'est d'autant plus intéressant que les personnes qui se sont accaparées le mythe de la Barbe Bleue après son existence sont principalement des femmes. Et donc ça me fait penser bien évidemment à toute la vague de romans qu'on a là, ce qu'on appelle la New Romance ou la New Fantasy. Donc je pense à 50 Shades of Grey, à 365 jours, à Captive. Cette idée que ce qui fait vibrer les femmes maintenant, ce sont ces femmes prisonnières d'hommes qui ne sont plus là pour les tuer, mais qui sont là pour les posséder et qui ont tous et toutes un petit secret. Et bien évidemment, quand on pense à 50 Shades of Grey, on pense à la chambre rouge de Christian Grey, chambre de torture dans laquelle il s'adonne à ses plaisirs coupables sadomasochistes. Et en fait, évidemment, quand on découvre cette pièce, c'est un clin d'œil pas discret du tout au cabinet de la Barbe Bleue, sauf que ce n'est plus un cabinet de mort, mais un cabinet de jeu. Et donc on pourrait se poser des questions quant à la santé mentale des femmes de notre époque. Qu'est-ce que ça veut dire sur elles ? Est-ce que c'est alors je dirais, parce que c'est des romans qui sont écrits par des femmes, ça n'est pas du tout la projection de fantasmes lubriques masculins sur les femmes. C'est les femmes qui cherchent ça. Et je trouve qu'on pourrait aussi en parler longuement, mais ce serait un petit peu trop là dans cet épisode. Mais si vous voulez qu'on s'intéresse à la New Romance et à la figure de Barbe Bleue là-dedans, je pourrais peut-être refaire un épisode un peu hors série. De toute façon, dans le mythe de l'ange déchu, qui sera notre saison 3, il y a beaucoup de choses qui tombent, notamment en New Fantasy, ça on en parlera très clairement. Donc voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère que la saison 2 sur Barbe Bleue vous aura plu. Sachez que donc en fin octobre, commence la saison sur Satan. Le premier épisode sera sur les origines du diable, les véritables origines. Et il sortira du coup donc fin octobre pour Halloween, évidemment. J'espère que ça vous plaira, ce sera potentiellement filmé, normalement ce sera même filmé, et je vous l'annonce, cet épisode-là que je viens d'enregistrer, je vais aussi l'enregistrer en anglais, et il sortira sur le podcast anglais qui s'appelle Once Upon a Tale, et qui sera disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, parce que je me suis décidée à me lancer en anglais. Pour ceux qui ne le savent pas, je parle anglais couramment, j'ai vécu en Angleterre, et donc je me suis dit, c'est parti. Alors vous serez indulgents avec mon accent, ceux qui veulent aller l'écouter, c'est une catastrophe, d'autant plus que j'ai le nez bouché. Mais écoutez, il faut se lancer dans la vie, il faut essayer de faire des choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos écoutes, vos commentaires. J'en ai eu là sur Spotify, c'est vraiment génial. Je suis toujours disponible pour échanger avec vous. Je reçois aussi, je pense à des personnes sur Instagram, des messages extrêmement touchants, des références de livres, des demandes de conseils, et je suis vraiment très 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 touchée, que ce soit par ces personnes ou aussi par les échanges que je peux avoir, même avec des amitiés qui se sont formées grâce à ce podcast, et bien évidemment je pense à Mojoun. Donc voilà, je remercie tout le monde et je suis très 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 reconnaissante. C'est pas le succès incroyable, voilà, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est pas ce qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est de partager, et c'est ça que je fais, et c'est ça qui se passe, et je suis ô combien heureuse. Voilà, et bien sur ces paroles bien niaises, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!